l'Empire romain a donné naissance à certains des plus grands esprits littéraires de toute l'histoire. Ainsi, on retrouvera des poètes qui ont écrit pas moins de 142 livres sur l'histoire de Rome. Parmi ces auteurs, l'on retrouve le philosophe et poète Virgile, avec son poème épique. Auguste a cherché également à asseoir son pouvoir culturel sur Rome, en fondant, en soutenant et en contrôlant un groupe de poètes chargés d'écrire toute une poésie à la gloire de sa révolution morale ainsi que du nouvel âge d'or dont il revendiquait la paternité. Il s'agissait en fait de poètes rémunérés dans ce but et travaillant sous les conditions strictes que leur avait imposées Auguste. C'est l'empereur qui décide des livres que les auteurs romains peuvent écrire, mais tous ne supportaient pas de devoir se plier à ces décrets. Ainsi, le poète Ovide rédige l'art d'aimer, un manuel d'instruction sur l'amour. Choqué par le contenu de l'ouvrage, Auguste punit Ovide en le bannissant de la ville de Rome. Les lois d'Auguste deviennent de plus en plus impopulaires et s'avèrent être inefficaces à Rome. L'empereur éprouve d'énormes difficultés à faire respecter une législation que lui-même se refuse à suivre. Inversement, Auguste remporte un soutien croissant dans ses efforts pour encourager le rituel religieux. On admire son initiative visant à remettre au goût du jour le culte populaire des Vestales. Vesta est la déesse romaine du foyer, de l'État et des particuliers. Sa présence était symbolisée par le feu sacré qui brûlait dans son foyer et ses temples. L'importance de Vesta dans la religion romaine était telle que le culte lui était consacré à Rome, était le seul à y disposer à temps plein d'un collège d'officiantes de filles âgées entre 6 et 10 ans. Son culte consistait principalement à entretenir le feu qui lui était consacré et à prendre garde qu'il ne s'éteigne jamais. C'était au milieu de son temple, dont l'accès était interdit à tous, sauf aux Vestales, que l'on entretenait le feu sacré avec d'autant plus de vigilance qu'il était regardé comme le reflet du feu central de la terre. C'est un honneur que de devenir une prêtresse vestale, en promettant de rester fidèle à leur déesse. Et toute violation de ce vœu de chasteté est passible d'emprisonnement et même de mort. Pour un simple vœu de chasteté, c'était une punition démesurée et épouvantable. On promenait la Vestale incriminée à travers la ville, sa famille suivait en pleurant à chaudes larmes la condamnation de leur fille, en s'arrachant les cheveux. On murait les filles dans une pièce souterraine avec seulement quelques haricots et un peu d'eau. Et sa mort ou sa survie était au bon vouloir de la déesse. Pendant ses 41 ans de règne, Auguste propose toute une série de réformes, ce qui fait de lui un des plus grands dirigeants de l'Empire romain. Il développe une infrastructure routière avec des pompes immenses. C'est lui qui décide de faire nettoyer les rues des villes. Il crée même une toute première brigade de sapeurs-pompiers. Il fait de Rome la ville la plus somptueuse du monde, en faisant de Rome la capitale du marbre. En l'an 14, Auguste est frappé d'une attaque. Il se met à réfléchir d'urgence sur la meilleure relève de Rome. Auguste n'a aucun fils à qui transmettre le trône. Alors qu'il est gravement malade, l'Empire tout entier attend anxieusement de savoir qui va lui succéder. Ce sera forcément un membre de sa famille. C'est à son beau-fils Tibère que reviendra le titre. Si sa mère lui vante en long et en large les mérites de son fils, Tibère, lui, ne se sent pas du tout capable d'assumer le rôle d'empereur. La tâche est, comme qui dirait, à haut risque, et l'avenir peu réjouissant. Il sait que les prises de pouvoir hostiles, les intrigues familiales et autres situations seront son lot quotidien.
Connaissant la réalité de la vie des empereurs, avec notamment des champs de bataille, Auguste décide de s'entourer de gardes rapprochés. Il recrute donc des hommes chargés de le protéger coûte que coûte. Toute personne accédant au palais impérial est désormais fouillée. Et dépendant des circonstances, les gardes rapprochés de l'empereur avaient des fois du mal à le protéger. Après avoir passé 23 ans sur le trône impérial, Tibère meurt. C'est son petit-neveu Caligula qui lui succède. Beaucoup pensent qu'il ne serait pas à la hauteur. Caligula est l'amoureux des animaux. Il adore son cheval de course, au point qu'il voulait lui donner un poste de responsabilité. Caligula était un homme de force. Il gouvernait Rome avec beaucoup d'autorité. Il n'avait que 41 ans lorsqu'il a disparu. Le suivant sur la liste des héritiers du trône est Claude Ier. Disposant d'aucun successeur, les gardes rapprochés du trône demandent au peuple romain à faire de Claude Ier leur nouveau dirigeant. Le prochain successeur après la mort de Claude Ier est Néron. Pendant le règne de Néron, la ville de Rome a connu des moments très difficiles. En effet, en l'an 64, Néron doit affronter un désastre. Un violent incendie ravage la majeure partie de Rome. De nombreux Romains lui font porter la responsabilité de ce gigantesque incendie. À la fin de l'an 69, Vespasien accède au trône comme 9e empereur. Vespasien est un Italien issu des classes moyennes. On le préfère à ses 3 prédécesseurs. Originaire de la haute société romaine, il commence par s'atteler à la reconstruction du centre de la capitale. Outre la construction de temples et d'édifices publics, il fit bâtir un grand amphithéâtre, dont la Reine de Pierre domine les toits de la ville, un monument qui restera à jamais le symbole imposant de la puissance et de la gloire éternelle de Rome. En l'an 80, aucun site romain n'attire plus les regards que le Colisée. Ce grand monument de l'Empire est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie et d'architecture. La façade extérieure de l'arène, d'une circonférence de 524 mètres, présente 3 niveaux immenses d'arcades, rythmés de colonnes et de statues des dieux romains. À l'intérieur, de longs corridors circulaires et résonnants distribuent des gradins de pierre entourant la piste. Quant au sous-sol de l'imposante structure, il cache un important réseau de passages et de salles protégées par des barreaux de fer. Le Colisée a été commandité par l'empereur Vespasien et en l'an 70, c'est son fils Titus qui en achève la construction 10 ans plus tard et devient le 10e empereur de Rome. Au jour de l'inauguration, 50 000 spectateurs se sont rassemblés dans les tribunes de l'amphithéâtre pour assister aux Jeux de gladiateurs. L'entrée est libre ce jour-là. Les Jeux sont un cadeau de l'empereur Titus au peuple de Rome. Cette arène ne manque d'ailleurs pas de devenir un outil que les empereurs suivants s'efforceront d'utiliser habilement pour garder le soutien des Romains. Ce jour d'inauguration, rien ne faisait plus vibrer les Romains que ce spectacle époustouflant. Les citoyens avaient assisté pendant 6 ou 7 ans à la construction de cet énorme édifice. Un édifice qui touchait le ciel. Les Romains avaient attendu impatiemment la fin des travaux en fêtant à l'avance l'ouverture de l'arène par des scènes de liesse et de parades accompagnées de fanfares. Dès l'an 80, Titus y a donné de grandes cérémonies. Il voulait que le peuple se divertisse. Les gladiateurs sont des personnes très importantes. Certains d'entre eux sont des volontaires qui savent à quoi s'en tenir. Ils ont été formés auprès d'écoles spéciales et espèrent que leur carrière les rendra riches
et célèbre. Quelquefois, les gladiateurs étaient de taille à s'affronter équitablement avec des atouts différents. Vous aviez d'un côté l'homme âgé et dépourvu d'équipements lourds, de l'autre, le gladiateur moins souple, mais armé. Les spectateurs pariaient de l'argent sur celui qu'ils voyaient vainqueur. À un moment de l'histoire romaine, il y a eu même des femmes gladiateurs. Mais les spectacles de gladiateurs ne sont pas uniquement un combat d'homme à homme. On importe d'Afrique du Nord et d'Asie des animaux sauvages, des tigres, des lions et des ours. Vivent ainsi dans une ménagerie occupant les sous-sols du Colisée. Le jour de l'événement, un système de poulies hisse les cages jusqu'à la piste au cœur de l'arène. Une journée de spectacle au Colisée avait lieu suivant un programme bien défini qui culminait le soir venu. Le matin, c'était des combats d'animaux, généralement un animal plus petit contre un plus gros. Ensuite, c'était des gladiateurs qui s'opposaient aux animaux. Le Colisée n'est qu'un des multiples lieux de rendez-vous pour assister à ce qui faisait à l'époque figure de sport. Depuis Spartacus en 80 avant la modernisation, des amphithéâtres similaires ont été construits dans pratiquement toutes les provinces romaines. Tous les spectacles publics romains ne font pas nécessairement appel à la violence. Les citoyens se rendent volontiers au théâtre pour assister à des pièces ou à des récitals. Ils pratiquent aussi l'art de la relaxation en fréquentant les établissements de bains publics appelés thermes. Ces lieux de cure thermale leur permettent au quotidien de se laver, de faire de l'exercice et restent un lieu prisé pour les rendez-vous professionnels. L'Empire romain offre ainsi à ses citoyens toute une variété de distractions et de passe-temps. Les rituels et traditions de leur vie quotidienne leur confèrent un sentiment d'appartenance à leur société. Et depuis le règne d'Auguste, les premiers empereurs entretiennent et se transmettent cette tradition culturelle qui perdurera pendant des siècles, et ils ont aussi conscience de faire partie d'un empire florissant, le glorieux empire d'Europe.